Alors imaginez la scène. En pleine nuit, des forces spéciales qui débarquent et capturent le président d'une nation souveraine. Ce n'est pas de la fiction, c'est exactement ce qui s'est passé. On va décortiquer ensemble cet événement, un événement absolument incroyable, en se basant uniquement sur les faits. Et là, c'est un véritable coup de tonnerre dans le monde de la diplomatie. Une opération militaire, franchement, d'une audace folle, qui a frappé le Venezuela et qui a pris absolument tout le monde de court. Et la confirmation, eh bien, elle n'a pas tardé, elle est venue du président Trump lui-même. C'est dans une annonce, en pleine nuit, depuis Mar-a-Lago, qu'il a révélé au monde entier cette action, une action qui, on peut le dire, a une portée vraiment historique. Alors la question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'une opération pareille a pu se dérouler ? Allez, on plonge dans le déroulement, minute par minute, de ces heures absolument cruciales, juste avant l'aube. L'opération a un nom de code, résolution absolue. Et franchement, c'est un cas d'école en termes de rapidité et de précision. Pensez-y, en à peine 3 heures, c'était plié. Fini. Aucune chance de riposte, rien. Et ce qui est fascinant ici, c'est cette approche quasi cinématographique. On n'est pas juste sur un assaut classique, non, c'est une tactique hybride. D'abord, une cyberattaque massive qui a littéralement aveuglé les radars, et seulement après, l'assaut physique. En gros, les défenses vénézuéliennes étaient hors jeu avant même que le premier soldat ne pose le pied au sol. C'est assez incroyable. Bon, une opération aussi audacieuse, aussi risquée, ça soulève forcément la question essentielle. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Après toutes ces années de tension, de statu quo, qu'est-ce qui a bien pu déclencher une action aussi radicale ? Et là, on se retrouve avec 2 histoires, 2 narratifs complètement opposés. D'un côté, on a la version officielle, c'est une simple action de police, on arrête un narco-terroriste recherché, point. De l'autre, une lecture, disons, beaucoup plus géopolitique, qui suggère que les vraies raisons sont liées à des intérêts bien plus puissants. Et pour comprendre ces intérêts, il suffit de regarder ce chiffre, 300 milliards. C'est le nombre de barils de pétrole dans les réserves prouvées du Venezuela. Pour mettre ça en perspective, c'est tout simplement les plus grandes réserves au monde. Oui, plus que l'Arabie Saoudite. L'enjeu économique, il est juste colossal. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, le fameux nerf de la guerre, la dédollarisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple. Quand un pays comme le Venezuela décide de vendre son pétrole en utilisant autre chose que le dollar américain, eh bien il s'attaque directement à la pierre angulaire de la puissance économique américaine. Et ça, à Washington, c'est perçu comme une véritable déclaration de guerre. Économique certes, mais une guerre quand même. Forcément, une action pareille ne pouvait pas rester sans conséquences. L'onde de choc s'est propagée à une vitesse folle. Alors voyons un peu comment le reste du monde a réagi et comment ça a déclenché une véritable tempête diplomatique. Ce qui est frappant, c'est que même à l'intérieur des États-Unis, la division est totale. On pourrait penser que tout le monde applaudirait, mais non. Beaucoup, y compris dans le camp démocrate, crient au danger. Leur crainte, elle est très claire. Si les États-Unis se permettent ça, qu'est-ce qui empêche la Chine demain de faire exactement la même chose à Taïwan ? Et le plus surprenant, c'est que cette peur pour Taïwan, elle n'a pas de couleur politique. On la retrouve même chez certains républicains. Eux, ils sont plutôt contents de voir Maduro écarté, bien sûr, mais ils se disent « attention ». Ils craignent que cette victoire tactique à court terme ne se transforme en un véritable désastre stratégique un peu plus loin, en Asie. Bon, à l'international, du côté des rivaux des États-Unis, là, il n'y a pas de surprise. La réaction est unanime. La Chine, la Russie, les grands alliés du Venezuela, ils ont immédiatement condamné l'opération. Pour eux, c'est simple, c'est un acte d'impérialisme pur et dur et une menace directe à leurs propres intérêts dans la région. D'accord, donc on a les réactions à chaud, les condamnations, mais au-delà de ça, quelles sont les vraies conséquences à long terme ? Quelles sont les véritables ondes de choc que cet événement envoie à travers tout le système international ? Et l'impact, il a été quasi immédiat. On part d'un véritable effet domino. Imaginez, d'autres régimes que Washington considère comme hostiles se sont soudainement sentis très vulnérables. L'échec des systèmes de défense chinois, par exemple, c'est une sacrée douche froide pour Pékin. Et pour un pays comme l'Iran, en pleine agitation interne, c'est un avertissement qui ne peut pas être plus clair. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas la première fois. Il y a eu le précédent Noriega au Panama en 1989. C'est vrai, mais, et c'est un grand mais, les experts en droit international sont très clairs là-dessus. Le cas vénézuélien est beaucoup plus ambigu. Et c'est là que réside le danger. Ça pourrait créer un nouveau précédent, un seuil beaucoup plus bas pour ce qui est jugé acceptable comme intervention militaire. Au final, toute cette affaire nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si une superpuissance peut décider unilatéralement qu'un chef d'État est un criminel et aller le chercher, qu'est-ce que ça dit du droit international ? Est-ce que ce n'est qu'une façade ? Est-ce qu'à la fin, la seule règle qui compte, c'est tout simplement celle du plus fort ? C'est une question qui aujourd'hui pèse très lourdement sur l'avenir de l'ordre mondial.